Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le maternel au masculin. Freud et Léonard de Vinci. Du même auteur. Œuvre complète de Karl Abraham, préface et traduction Payot 1966, réédition 2000. Sándor Ferenczi, Petite bibliothèque Payot, 1972. L'appétit d'excitation, PUF, Le fil rouge 2009. En collaboration avec Robert Barrande. Histoire de la psychanalyse en France, Privat, 1975, version allemande in Psychologie des 20 Jahrhundert, Kindler, 1977. De la perversion. Notre duplicité d'être inachevé, Césura, 1989. Préface à la nouvelle édition. Au cours du tiers de siècle écoulé depuis la parution du maternel singulier, le contexte social et culturel auquel nous participons et dans lequel nous baignons a changé. Il aura sans doute contribué à infléchir la perception du parcours proposé, et conduit l'auteur à oser un titre plus explicite, masculinisant son thème sans ambiguïté pour le lecteur. Les humains, tous mammifères, s'en trouveront-ils moins égarés et plus prêts à atténuer ce que la guerre des sexes charrie de contresens et d'excitation? L'actualité semble bien témoigner d'un engagement plus aménagé dans cette direction. Des illustrations hétéroclites peuvent témoigner de ces changements. Quoique d'acquisition récente, ils sont déjà devenus une seconde nature au gré d'un lamarckisme culturel auquel les découvertes et les applications issues de l'intersection de la physique et de la biologie ont impulsé une modification accélérée, non sans soulever une foule de questions. Ainsi en est-il de la procréation médicalement assistée qui a démétaphorisé le Saint-Esprit de l'Annonciation, tout comme l'infusion de l'âme au giron des géniteurs incarnés. De mes lectures buissonnières, je retiens l'écart entre la méditation sur le passé et les préoccupations de saison. Ainsi dans Le sein du Père, Abraham et la paternité dans l'Occident médiéval, Gallimard 2000, l'auteur Jérôme Bachet dégage du recueil d'une iconographie sérielle et des textes liturgiques médiévaux la vision de ce monde comme parenté, auquel nous serions devenus infidèles. À l'extrême opposé, la sociologue Irène Théry fait le point du démariage, Odile Jacob 1993, et avance ses convictions pour davantage de liberté et de transparence, s'agissant de la désarticulation du mariage et de la filiation. Au su des investigations et des débats présents, le décryptage des paradoxes et des détours du Freud lyrique, composant un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, peut paraître lointain. Mais ce serait ignorer la vividité subjective de Freud offerte à notre curiosité par l'artiste interposé. De ce pan d'auto-analyse inavouée, Freud appréciait les méandres par-dessus tous ses autres écrits. Il nous introduit à sa suite, comme subrepticement, au foisonnement d'un maternel dont le secret doit être tu. Le présent ouvrage s'emploie à débusquer le Freud autobiographe dissimulé au cœur de son roman psychanalytique sur Léonard de Vinci. Ce choix narcissique atteint son apogée avec la rencontre des quinquagénaires. L'auteur Freud de 1909 et le peintre de Mona Lisa du début du XVIe siècle se dévoilent complices dans un fantasme partagé. Ce dernier les guide, de l'ensorcellement par leur mère au désir d'être la mère séductrice. Évoluant de l'avoir à l'être, l'aspiration à occuper cette place est accomplie par le biais de l'œuvre. La fécondité matrophore prêtée à un Léonard subjugué révèle celle de son metteur en scène si volontiers méconnu comme tel. Plus sûrement qu'à Katharina, mère de l'artiste, Gioconda et Santa Anna Meterza nous conduisent à Amalia, la mère de Freud. Et en effet, 20 ans après, elle disparut, Freud se saisit de la composante décisive dans la formation du couple amoureux. Selon lui, la trace du velouté maternel, butiné dans l'enfance par le ou la partenaire dans sa relation princeps, gouverne ce charme. Ce maternel ne présume pas le genre féminin. Les identifications, en quête de conciliation, de l'enfant aux adultes tutélaires, ne cesseront de sédimenter dans la conduite et le caractère et d'alimenter la variété des processus de leur élaboration. Ce maternel n'est pas l'équivalent obligé de la maternité chamelle, son prototype. Il se joue de la différence des sexes et des générations, mais il doit à la vitalité du conflit les déguisements exigés par l'appétit d'excitation qui nous anime pour le meilleur et le pire. Puisé parmi les versions du panthéon égyptien, la déesse Noutciel, femme de Gebter. Et parcourue nuitamment de sa bouche à sa fente par Amon-Rê le solaire.
Ce Créateur suprême trace la courbe du jour de l'aube au crépuscule, puis bousculant les chronologies, il s'abandonne aux douceurs du giron et de l'obscurité. Moins immémorial, les figurations de la Madone à l'enfant et du Christ assomptionnant Marie se répondent, reprenant dans le registre chrétien l'au-delà déjà gagné avec la postérité nichée dans le flanc prolifique des pères créateurs de l'Ancien Testament. Le maternel ne présume ni le genre féminin ni la maternité chamelle, son prototype. Il se joue de la différence des sexes et des générations, pour autant que sa constitution le supporte. Singulier. Aussi bien dis-je, la mère c'est la créature de l'enfant. L'enfant est la mère de toutes les mères perdues et recréées. L'instinct filial ou l'instinct matrigène comme on voudra. En quoi consiste-t-il, si ce n'est en la réédition incessante du combat entre deux mélancolies, la présente et la future, entre deux mères, l'une déjà gagnée comme perdue et l'autre dont la perte accomplie reste encore à gagner? Oui, le poème c'est bien la mère. Encore faudrait-il savoir quel poème et quelle mère nous sommes en train de nous fabriquer. Nicolas Abraham, Parenthème. Dans l'introduction à Hermann. L'instinct filial de Noël, 1972. Ce livre donne la joie de réfléchir par le singulier qui frappe l'oreille. En effet, il ne s'agit pas dans cet écrit qui porte Léonard et Freud aussi dans son titre écrit Guide pour un voyage partant du Nil, longeant l'Arno, les yeux richement ouverts, aboutissant finalement à Vienne au face-à-face avec Freud. Il n'y s'agit pas d'une nouvelle œuvre sur Léonard, ni de son souvenir d'enfance rêvé par Freud. Mais plutôt de confronter celui-ci au sens caché de son envol poétique. Si Freud voulait présenter un Léonard inhibé, artiste lambinant, pour expliquer ses égarements scientifiques ou autres, on va lui révéler en le prenant à la lettre de son chant, la racine de sa fascination, l'amour de Sigmund et de sa mère Amalia, aux deux sens de la relation, et que lui renvoie en miroir la passion contenue jusqu'à la mort entre Katharina mère et son bâtard da Vinci. Nel mezzo del camin. Katharina meurt. Son fils Léonard, à comptabilité funéraire minutieuse, pudique à exprimer aucun dolore, se trouve surpris vers ses 50 ans parce qu'un autre quinquagénaire, bien des siècles plus tard, Freud, 1909, va appeler le tournant du peintre. Il s'agit de l'achèvement, enfin, de sa bienheureuse Gioconda au singulier sourire qu'il gardera par-devers lui, sans jamais la donner, sans jamais la vendre. Sigmund de Vienne qui ressemblerait tant à Léonard de Vinci, par ce qu'il a, par ce qu'il est, par la qualité de ce qu'il fait, a déjà, il est vrai, perdu un père, mais sa mère lui reste encore à perdre. En 1909, nel mezzo del camin, au milieu de son propre chemin, il l'a encore, cette mère qui doit devenir selon l'angoisse du fils, mourante et morte afin que la douleur de deuil pour un Sigmund décédé lui soit épargnée. Amour privilégié, amour initiatique, primo amore. Les fruits d'un tel lien sont à cueillir dans les notions d'un orphelin d'une morte déesse, et d'une déesse morte d'une fille orpheline, dans l'unité duel, de l'inséparable, mieux, dans rien qui ne se pense que comme séparé non séparé. Amalia mère, tardivement obéissante, meurt un jour quelques 20 ans plus tard sans avoir eu à affronter son état supposé suicidaire. Cette fois c'est Hildebrand qui note un tournant pour Sigmund orphelin. Celui-ci en effet, va saisir sa plume pour rédiger des pages sur la féminité. Ici, Hildebrand tend un miroir pour faire apparaître l'occulté. Toi Sigmund, tu fais de la femme un être honteux, trop courte, trop vite vieillissante, manquant de caractère, mais regarde donc, quelle mère éblouissante tu t'es créée. Quelle mère tu as épousée. Quelle mère glorieuse tu es devenue. Singulier oubli d'être devenu mère de son œuvre, en déformant la femme. Oubli qui mérite la question de sa racine, dont en fin du chemin de Freud on trouve selon l'hypothèse le rejeton, presque oui apeuré. Puisque dans le clivage du mois 1938, le fils se demande par un accent introductif induisant mystère, secret, hésitation, l'avais-je toujours su? Est-ce nouveau? Mais non, c'était toujours là? C'est qu'il y a parfois une déchirure dans le moi. C'est-à-dire 2 mois. Clivage dans Freud? L'une des mains écrit, l'autre efface. La droite trace des mots de sens, la gauche écrit le sens contraire. Ambiguïté, lutte des ambivalences aux deux bords d'un gouffre béant sous la déchirure. Est-elle là dans ce gouffre, l'identité cachée du Fils? Et est-elle là, finalement, sous cette déchirure, l'identité cachée de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les orphelins de mère perdus, d'après la loi de l'instinct filial?
Impensable profondeur. On se demande cependant si elle n'est pas activement agissante dans l'histoire de l'homme voué au culte, au sacrifice, à la religion. Créateur de mère à mourir, matrigène donc également théocréateur. Ce sera tantôt des déesses mères, tantôt des dieux pères. Tantôt Dieu Père déguisant des déesses mères et vice-versa. Sorte de bisexualité divine. Ici la lutte des sexes aussi va s'éclairer d'un sens nouveau. Suis-je moi, homme pancréateur, la déesse mère? Suis-je moi, femme pancréatrice, la déesse mère? Bifocalité même dans le christianisme en apparence pas trop centrée. La divine mère y fait vigoureusement retour. Celle qu'à travers la dormition, le Fils devenu mère divine dans les airs emporte, comme Léonard mère emporte le portrait de sa singulièrement souriante, comme Sigmund devenu mère, Amalia, porte. Serait-ce vraiment cette identité des dormitions, le contenu caché du gouffre? Autant de réflexions conduisant loin le voyage dans cette selva, dans cette forêt, invitent à d'autres questions. Posons-en une, déjà posée ailleurs il est vrai mais reprenons. La peinture de Léonard ainsi que l'image du rêve de Freud, Amalia gisante dans un singulier, disent-elles au fils leur nostalgie dormitionnelle seulement? Ne leur suggèrent-elles pas également qu'elles sont, peinture et images de rêve, aussi des fétiches par fantômes? Protégeantes certes, mais aussi invitant à la lecture un à un, des mots de drame perdus que le singulier indique par l'image, mais qu'à défaut de paroles il ne saurait atteindre. Il reste aux autres questions singulières à être posées, le choix du lecteur rêvant la réponse. Maria Torok. Le 3 février 1977. Chapitre 1 Une rencontre, Freud 1909, Léonard 1505. Les justifications que l'auteur d'un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci croit devoir au lecteur sollicitent sa curiosité plus qu'elle n'apaise les réticences qui lui sont attribuées. Freud postule que son entreprise d'expliquer les inhibitions de la vie sexuelle et de l'activité artistique de Léonard, que sa pathographie d'un génie peut être ressentie comme sacrilège. Le dessein de l'investigation d'un génie paraît moins douteux, à vrai dire, que la démonstration de l'inhibition à propos d'un des esprits plus ductiles et pénétrants dont nous ayons connaissance. Sujet pour le moins paradoxal que d'illustrer l'exemplarité, la valeur de prototype de la vie sexuelle par les errements du peintre Léonard. L'artiste serait devenu un homme de savoir de plus en plus détaché de sa production picturale. Il se serait raidi dans des positions stériles, et cette évolution serait l'exact parallèle de son abstention de toute pratique de l'art samandi. Nous voici tout disposés à accueillir les propos inverses, surtout de la même plume. Car Freud accorde à Léonard une rencontre avec la femme qui éveille en lui le souvenir heureux, ravi de sensualité de sa mère. L'influence de cet éveil lui restitue l'impulsion qui le guida au début de ses tentatives artistiques, lorsqu'il modelait des femmes souriantes. Ainsi écrit-il, il fait une fois encore le triomphe de surmonter une inhibition de sa capacité artistique, et de s'enthousiasmer. Comme d'autres, je succombe à l'attrait émanant de cet homme prestigieux et énigmatique chez lequel on croit déceler des passions instinctuelles puissantes sérieusement tempérées dans leurs expressions. Enfin il n'hésite pas à écrire. Nous devons reconnaître ici un degré de liberté au-delà des solutions psychanalytiques. Peut-on imaginer contraste plus radical que celui de ces deux portraits? Peut-on saisir l'un de ces Léonards sans que l'autre vienne l'obscurcir ou l'éclairer? La confusion s'accroît encore avec le pasteur Hopfister, fidèle correspondant suisse de Freud, qui distingue un vautour dans le voile saignant Marie dans le tableau Sainte-Anne de Léonard III. Elle atteint son comble si on ajoute que cette découverte d'un rébus est le fruit d'une erreur de traduction, qui voulut que l'italien Nibbio, Milan, devint l'allemand Geyer, transformant en vautour les Milans du Montalbano natal de Léonard. Tant de désordre contribue à aiguiser une attention déjà captive de la beauté du style de Freud. La conjonction du désordre et de la beauté fait pressentir un secret attachant. Que se passa-t-il en effet pour que, de retour des États-Unis, de fin 1909 à début 1910, Freud écrivit cette œuvre d'un lyrisme retenu et introduisit le concept de narcissisme avec un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci? D'un point de vue chronologique, avec son Léonard et le texte qui suit, remarque psychanalytique à propos d'un cas de paranoïa décrit autobiographiquement, l'auteur embrasse divers aspects de l'homosexualité. Cette lecture des mémoires de Schreiber IV date de l'été 1910,
tandis que l'intérêt pour Léonard apparaît déjà en 1907, lorsque l'éditeur viennois Heller demande à un certain nombre d'hommes connus de désigner les 10 meilleurs livres de leur choix. Dans sa liste de 10 livres chers sans accéder au chef-d'œuvre, le Léonard de Vinci de D.S. Merejkowski, paru en 1903, occupe la 5e place 5. Ainsi apparaît-il que le souci de balayer le champ de l'homosexualité est un effet de rétrospection. La connaissance des éléments subjectifs antérieurs nous apporte des éclairages autrement puissants. Une récapitulation s'impose. La mort de Jacob, son père, survient fin 1896 lorsque Sigmund a 40 ans. Il craint que la barre d'appui que lui fournit cette disparition ne l'écrase lors de la parution de sa première grande œuvre, La science des rêves, en 1899. D'après les lois des périodes, son ami Fliss avait prédit un sursis. Freud mourrait à 51 ans en 1907-6. Lorsque la première échéance franchit, il parvient à l'âge fatidique prévu par Fliss, celui-ci est mort pour lui, mais non point le besoin d'une autre croyance superstitieuse qu'il confessa à Ferenczi en 1910 et dont la crédibilité se trouvait renforcée du fait qu'elle évoquait la crainte précédente d'expirer à 43 ans, en 1899. Voici ce que E. Jones écrit à ce sujet. 7. Freud avait révélé l'origine de cette curieuse superstition à Jung pendant les premiers jours de leur amitié. 8. Durant l'automne 1899, 2 événements avaient coïncidé, l'un de haute importance, l'autre banal. Le premier est la publication de son beau travail, La science des rêves, à l'âge de 43 ans. Le deuxième est l'attribution d'un numéro de téléphone, le 14362. Quelques mois plus tard, à l'époque de la rupture avec son ami Fliss, août 1900, qui s'intéressait tellement au nombre, les chiffres prirent soudain une signification. 43 étant commun aux deux, il ne restait plus que 61 ou 62. Freud opéra un rapprochement entre cette croyance superstitieuse et la pensée qu'avec la science des rêves s'achèverait l'œuvre de sa vie. Nous remarquons que ce n'est que postérieurement à 1907 que W. Fliss, non plus ami mais toujours destin, est en quelque sorte officiellement relayé de cette façon téléphonique que Freud tenait en réserve. Strachey signale la disparition en 1907 du passage faisant allusion à la prédiction de Fliss, le 23 plus 28 est égal à 51, et à la manie parodique des calculs superstitieux dans les éditions de 1901 et 1904. Bien plus tard, 1924, Freud écrira « La dernière apparition de la série qui commence avec les parents, c'est la force obscure du destin que bien peu d'entre nous sont aptes à concevoir comme impersonnelle. La plupart des humains donnent l'impression de percevoir encore les forces les plus extérieures et impersonnelles comme un couple parental, de façon mythique, et de se croire attachés à eux par des liens libidinaux. » Et ailleurs il précisera « J'ai cru pouvoir reconduire la peur de la mort réelle à cette conception parentale du destin. Il semble très difficile de s'en libérer. 9. Le lien avec W. Fliss aura été la dernière en date des relations amicales où Freud avait pu se sentir en position de disciple. L'amitié avec Breuer, qui lui fut un ami paternel, est consommée en 1894, Charcot, le maître des années 86, disparu dès 1893. La correspondance avec W. Fliss, commencée en 1895, se clôt en 1902 mais dès 1900 prend fin une amitié marquée par des éloignements géographiques et psychiques qui, après l'avoir facilité, accélérèrent son déclin lorsque Freud se fut davantage trouvé. Au fil du temps, Freud dut se substituer aux forces incarnées précédentes. Sa dernière croyance alléguée, celle de sa mort en 1918, à 61 ou 62 ans, tient du bricolage et lui seul en est désormais l'auteur. Mais est-ce si sûr ? Freud n'a-t-il pas rencontré un Léonard apte à susciter les accomplissements où peut se sublimer le courant androphile de l'homme 10 ? Les œuvres du peintre Léonard le captivent, et il s'intéresse de près à la datation de certaines d'entre elles. La Joconde et la Sainte-Anne sont considérées comme ayant été terminées vers 1506, mais la Sainte-Anne a vraisemblablement été mise en chantier vers 1503, 1501 pour son premier carton, et la Joconde a dû être exécutée dans les années 1502 à 1506-11. Dans sa note de 1923-12, Freud se demande si l'exécution de l'esquisse de Londres précède ou suit le tableau du Louvre. Il opte fermement pour la première hypothèse, comme la plupart des auteurs 13. Il nous rappelle que Léonard a une cinquantaine d'années lorsque de 1503 à 1507,
il peint Mona Lisa qu'il occupe encore alors qu'il achève la Sainte-Anne. Que signifie ce souci de précision 14 ? À 4 siècles et 4 ans d'intervalle, les deux hommes sont devenus quinquagénaires lorsque Freud décrit le tournant majeur qu'il discerne dans la vie de Léonard. Sans doute se procure-t-il une filiation nouvelle, une fraternité à sa mesure, heureuse combinaison de la donnée temporelle selon laquelle Léonard est un ancêtre et de la dimension des génies animés d'un même souffle 15. Freud, comme Léonard, choisit initialement l'œil, un instrument qui absorbe les données sans toucher les objets, une position contemplative aiguisée supposant un minimum d'ingérence active. L'œil guide les investigations anatomiques de Léonard. La neuropathologie histologique puis clinique retient l'intérêt de Freud microscopiste pendant 20 ans, 1876 à 1896, et la rédaction d'une anatomie du cerveau fut prévue sinon réalisée. Les notes et manuscrits de Léonard XVI. Désormais est accrue de la part découverte à Madrid en 1965, aurait pu selon lui aboutir à un volume de quelques 120 chapitres sur l'anatomie. Le peintre et le médecin s'engagent dans une voie renouvelée. Au peintre s'ouvre un monde pictural que la prédominance des thèmes religieux ne retient plus de s'exprimer dans des espaces-temps que les primitifs évitèrent comme une profanation. Les œuvres sont devenues mobiles, extraites de leur vocation avouée unique de glorification et d'appel aux fidèles. Léonard rend hommage à la fraîcheur de regard Giotto et Masaccio. Le médecin du dernier quart du XIXe siècle est le contemporain de l'avènement de l'ère microbiologique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.